grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre du 8 mars, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Moussa Guindo, magistrat, un peu en retard, et à ses côtés Koura Diarra du réseau des jeunes femmes leaders et Mme Alimata Samake, entrepreneur. Nous allons échanger aujourd'hui autour du thème 8 mars, les droits de la femme sont-ils suffisamment respectés au Mali? Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. C'est une journée qui permet de faire un récapitulatif des différentes luttes menées en faveur des droits des femmes au Mali sur le plan juridique, social, personnel et entrepreneurial. Des avancées ont été enregistrées, mais les organisations qui militent en faveur des droits des femmes estiment que c'est un combat de tous les instants et il ne faut rien prendre pour acquis. Qu'est-ce qui reste à faire pour permettre aux femmes du Mali d'assurer leur autonomisation? On en parle dans ce débat. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Comme évoqué à l'entame de cette émission, le thème du 8 mars de cette année est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Qu'est-ce que ce thème signifie pour vous, Madame Koura Diarra du réseau des jeunes femmes leaders? Merci beaucoup, Mariam. Et merci aussi au studio Tamani de nous avoir invités sur ce plateau du Grand Dialogue à l'occasion du 8 mars. Dans votre introduction, vous avez dit investir en faveur des femmes et accélérer les rythmes. C'est le thème de cette année. Exactement. Oui. Et je pense que depuis 1977, où la journée du 8 mars a été mise en vigueur par le système des Nations Unies, les femmes, et de surcroît celles du Mali, sont en train de se battre corps et âme pour cette autonomisation, pour la réclamation des droits. Et parlant de votre question, je pense que le Mali a beaucoup fait, et surtout les autorités maliennes ont beaucoup fait. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup qui reste à faire, et notamment dans le domaine de l'autonomisation, dans le domaine de représentativité politique et sociale, et aussi dans le domaine institutionnel pour que tous les textes qui sont ratifiés par le Mali ou même pris en faveur des femmes puissent être une réalité, puisque souvent les textes sont pris, mais la mise en œuvre de ces textes-là cause énormément de problèmes, d'où les bonnes volontés qui sont là, mais quand même la mise en œuvre ou bien même l'atteinte des objectifs demeure des défis à relever. Et partant de cela, je pense qu'on doit faire beaucoup de choses, notamment les femmes elles-mêmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les femmes même, elles sont conscientes du rôle qui leur sont conférés, et notamment en termes d'autonomisation entre elles-mêmes, avant que les autorités viennent en appui. Si je dis ça, c'est par rapport aux responsabilités, au rôle et responsabilités des femmes elles-mêmes, qu'elles soient au niveau professionnel, qu'elles soient au niveau de tous les bords, pour qu'elles puissent être entreprenantes pour l'atteinte des objectifs de l'acquisition des droits et des devoirs. Alors, Madame Alimata Samake, vous êtes entrepreneur, et le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est focalisé sur 5 axes, mais notamment, ils se sont focalisés sur l'autonomisation de la femme et la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que ces thèmes vous évoquent? Alors, merci Mariam pour cette invitation pour la deuxième fois sur Studio Tamani. Je suis très ravie de pouvoir m'exprimer à l'occasion du 8 mars sur un sujet
aussi capitale qu'est l'autonomisation des femmes, en particulier l'autonomisation économique. Alors, au Mali, moi je dirais plus observateur et aussi membre de la société. Donc les textes, les spécialistes vont en parler en détail, mais l'impression que j'ai et du constat que j'ai sur le terrain, c'est plus que c'est pas... c'est le manque d'application. Voilà. C'est l'application des textes qui pose problème. Et donc, comme elle a eu à signaler, il y a un grand effort à faire au niveau des femmes elles-mêmes. Et ça commence depuis l'éducation jusqu'à la phase adulte. Donc, parce qu'il faut de la confiance, il faut connaître ses droits, il faut avoir confiance en soi, il faut être responsabilisé. Donc, c'est ce qu'il y a à faire au niveau du Mali. Et en termes d'investissement, tout le monde a besoin d'investissement pour accélérer le développement économique, mais plus particulièrement les femmes, il y a des choses à faire pour l'accès à l'emploi, aux postes de responsabilité, l'accès au crédit bancaire pour celles qui entreprennent, l'accès aux terres agricoles en milieu rural. Les terres agricoles, c'est la première ressource. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore travailler pour permettre aux femmes de participer pleinement à l'économie. Alors, Monsieur Moussa Guino, vous êtes magistrat, vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Le thème du 8 mars de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Vos co-débattrices ont évoqué le fait que au Mali, il y a assez de textes en faveur des femmes, mais leur applicabilité pose problème, notamment quand il s'agit de leur autonomisation. Est-ce que c'est votre avis? Effectivement, parce qu'il s'agit des femmes. La difficulté est liée à ça, parce que tout est lié à nos pesanteurs sociaux, économiques et culturels. Et quand on prend un texte dans un cadre particulier, surtout les femmes, c'est pour juste booster leur représentativité sur le plan national, comment les protéger, comment donner des avantages à leurs droits. Et ça, c'est très clair. Moi, je l'ai tout le temps dit, le code de personnes et de la famille, c'est une belle illustration. Ça met beaucoup en retard les droits de la femme. Ça, c'est une réalité. Et ce code a été attaqué devant la Cour de la justice. Ça, c'est une réalité. Et le Mali est obligé d'aller à la révision. Et parler de la femme aussi, c'est une question de célébrité. Et quelque chose qu'on doit oublier. Maintenant, il faut aller vers la construction de la femme. Et on ne peut pas construire une femme sans un texte. C'est ça le problème. Le problème de la femme, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 49% des femmes par rapport à la population. Je pense qu'avant, c'était 50 et quelques. Et voilà, toutes les difficultés liées à ça. Mais le seul problème aujourd'hui au Mali, c'est de trouver des textes pour booster la représentation des femmes. Et ça, c'est une réalité. Et en quoi c'est important de célébrer le 8 mars? L'importance, c'est un moment de communion, de partage et d'échange. Et il faut que les femmes essaient de comprendre ça aussi. C'est une réalité. Et c'est ça que j'ai dit. On n'est plus dans la célébrité. Nous sommes dans la construction. Parce que nous avons assez célébré. Nous avons un ministère dédié aux femmes, nous avons des ONG, nous avons des associations qui sont sur le terrain, nous avons des jeunes juniors femmes qui rentrent dans la danse, qui ont appris auprès des vieilles. Et aujourd'hui, la balle est lancée, la balle est dans le camp des femmes. Et le 8 mars, après c'est le bilan. Qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir? Je pense que si les femmes sont dans ça, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous le thème des Nations Unies et le thème au niveau national. Au niveau national, c'est important. Parce que si vous voulez utiliser les femmes, il faut les mettre dans les cercles de prise de décision. Et pour être dans les cercles de prise de décision, il faut avoir un mandat. Et ce mandat est lié à la loi 052. Et que cela soit clair. Elles doivent se mobiliser pour que cette loi soit appliquée. Bientôt, on aura 10 ans et on doit évaluer ce que ça a donné. Ils sont au niveau du gouvernement. Ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont au niveau du CNT, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cette fois, quand je vois les femmes faire du sport avec des hommes, je dis, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. C'est une question de conditions. Ce n'est pas le faire du sport, ce n'est pas le faire plaisir à quelqu'un. Vous représentez une couche. Et cette couche a des problèmes. L'État est en train de se battre pour vous mettre dans des conditions. Et vous avez les mains dans la pâte. Et vous partez faire des divertissements sans oublier vos intérêts. On a dit avec des enfants, il faut les mettre dans leur parlement. Il faut qu'ils parlent de leurs problèmes. Mais des femmes sont adultes. Ils savent réellement ce qu'ils savent. Il y a combien de festivités dans l'année?
femmes rurales, CSW, 8 mars. La panafricaine. Panafricaine, pire encore. Mais voilà, et le bilan doit être fait au niveau du 8 mars. Voilà, là on est bloqué, voilà qu'est-ce qu'on doit faire. Par rapport à la loi 052, les nominations, on voit, on le viole chaque fois. Créer un cadre, observatoire, comme on appelle, structure de contrôle, pour voir qu'est-ce qui empêche les nominations. Elles ont été courageuses, elles ont dit nous n'avons pas besoin d'autres postes, on va être au sein même, au cœur de prise de décision, et ça c'est un droit. Ils exercent aux femmes de sortir de leur, comment on appelle, leur cuisine, de se battre sur le travail avec des hommes, mais dans le respect. Et seuls les textes peuvent assurer cela. Seuls les textes peuvent assurer cela. Koura, vous êtes membre d'une organisation de la société civile et M. Guindo vient de le dire, l'heure n'est plus à la célébration, mais il faut agir. Au sein de vos différentes organisations, qu'est-ce que vous dites aux femmes? Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour permettre aux femmes d'atteindre leur autonomisation? Ok, merci bien, Mariam. Je suis très ravie de me retrouver encore une fois auprès de Guindo pour en parler, pour parler de la femme et pour parler aussi des droits des femmes. Nous, à notre niveau, et dans la société civile, parce que c'est un réseau à notre niveau, un réseau composé des femmes, des jeunes femmes, des partis politiques et celles de la société civile, pour converger les efforts, pour en tout cas préparer les femmes, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et s'il faut aller réclamer les droits et pour parler encore de l'autonomisation ou bien même des actions à entreprendre, il va falloir que toi-même tu sois à mesure d'expliquer ou bien même orienter celles avec qui tu côtoies. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on a priorisé? On a priorisé l'apport des jeunes hommes à notre niveau, puisque la plupart des cas, il y a des femmes qui font la formation, qui font les plaidoyers et les hommes ne sont pas assez associés. Et par conséquent, ils ne savent pas ce que les femmes sont en train de faire. Et le plus souvent, c'est pour dire que les femmes sont en train de faire des conspirations pour ôter aux hommes ce qui leur revient. Et pour encore davantage parler sur ça, nous avons priorisé encore la formation, et comment rehausser le niveau de leadership de la femme pour que la loi 052 ou même pour la représentation des femmes soit une réalité. Et beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles interviennent parce que tout simplement les femmes ne sont pas assez éveillées pour parler de ça. Imaginez, et même quelqu'un, une femme qui doit parler sur l'autonomisation des femmes et autres, là, tu lui demandes un texte, le contenu d'un texte, par exemple la CDF ou bien même la 052, elle n'est pas en mesure de t'expliquer la profondeur, le contenu de ces textes-là. Et comment elle pourra même à travailler sur elle-même, à plus forte raison, faire intégrer toutes les autres femmes. Nous, à notre niveau, on a songé à ça, à la formation des femmes et aussi à l'intégration des hommes aux côtés de nous. L'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, c'est l'adhésion de nos concerts fonctionnaires. Et le plus souvent, les femmes entrepreneurs sont avec nous. Mais les concerts fonctionnaires constituent un grand problème puisque l'autre volet de la 052, c'est les nominations. Et si vous prenez, par exemple, les femmes fonctionnaires, comment elles doivent être nommées, tout. Et une femme fonctionnaire qui est à l'intérieur d'une boîte, tout, elle n'est pas assez imprégnée du contenu. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être au niveau décisif et autres là? Est-ce qu'elle a besoin d'être formée? Est-ce qu'elle a besoin d'être assidue? Est-ce qu'elle a besoin de ça? Est-ce qu'elle a besoin de ça? C'est de ça qu'il s'agit.
les femmes ne sont pas assez prêtes, ces femmes ne sont pas assez prêtes à nous accompagner dans notre lutte. Ou bien elles ne sont pas assez outillées? Outillées, je dirais comme ça. Sinon, nous, quand même, on est en train d'entreprendre beaucoup d'actions à leur faveur pour qu'elles puissent être imprégnées du contenu de certains textes, notamment la 052. Alors, Alimata Samaki, vous êtes entrepreneur. Comment est-ce que vous voyez la célébration du 8 mars au Mali? Pensez-vous qu'il faut uniquement se limiter aux fêtes, aux pagnes, ou bien il faut aller au-delà, comme l'a dit vos co-débatteurs? Et moi, je suis totalement contre les pagnes et assez de célébrations. On a totalement dénaturé cette journée-là. On l'a politisée, on l'a rendue festive, joyeuse. Et ça fait que, bon, on a oublié l'essentiel, la raison d'être même de cette journée. Et c'est quoi l'essentiel selon vous? L'essentiel, c'est de faire un état des lieux sur la situation des femmes chaque année. Où étions-nous? Qu'est-ce que nous avons fait comme progrès? Et quels sont les objectifs à venir pour aller encore vers plus d'autonomisation des femmes? L'objectif, c'est vraiment ça. Et dans le domaine entrepreneurial, moi, je pense qu'il faudrait montrer des exemples de femmes qui ont un parcours irréprochable pour donner confiance aux plus jeunes, à celles qui ne sont pas en activité, et pour qu'elles puissent s'inspirer, elles puissent se rendre compte du potentiel qu'elles ont. Quel serait le cadre idéal pour ça? Comment rencontrer ces femmes leaders? Comment rencontrer ces femmes qui ont un parcours irréprochable, comme vous l'avez dit? Les médias peuvent jouer un grand rôle. C'est de faire des mini-reportages, des exemples concrets. Parce que ce que j'ai remarqué avec les nouvelles générations, je suis assez jeune aussi, mais avec les plus jeunes encore, que ce soit les femmes ou les garçons d'ailleurs, les jeunes ne sont pas conscients des réalités, de tous les efforts qu'un individu doit faire pour être autonome. Filles et garçons, donc on a tendance à céder à la facilité parce qu'ils ne voient pas comment les uns et les autres se construisent, comment les entreprises se construisent, et que derrière tous ces noms-là, il y a eu vraiment un réel travail. Voilà, il faut décomplexer. Parce qu'on est dans un monde maintenant de réseaux, d'images, d'écrans. Bon, vous voyez juste les gens, ils sont toujours beaux, bien habillés. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aimerais bien que mes semblables, elles voient que voilà comment je travaille physiquement. Il n'y a pas de complexe. Ce n'est pas parce qu'on a un bac +5 qu'on refuse certaines opportunités. Il faut saisir ce que vous pouvez faire maintenant et progresser au fur et à mesure. Alors, donc, voilà. Monsieur Moussa Guindo, et vous l'aviez dit tantôt, bientôt on va faire les 10 ans de la loi 052. Vous, quel bilan vous faites de ce texte-là? Effectivement, avant de rentrer dans le bilan, vous avez parlé de cadre propice. Le 8 mars, c'est le cadre indiqué, c'est une réalité. Mais il ne faut pas dissocier la femme, c'est la fête. Mais c'est à eux-mêmes de voir pour changer de contenu. Profiter avec les politiques, faire des revendications. Parce que quand on voit chaque 8 mars, on a un petit bilan, mais ce n'est pas exploité. Nous avons des recommandations, ce n'est pas exploité. Quand même, on revient dans ce cadre-là, on agit dans le même sens pour l'intérêt de la femme. Le bilan, c'est très clair, parce que cette loi a eu beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été compris au moins. Et maintenant, les gens commencent à comprendre. Le bilan, c'est quoi? On a eu combien de députés au départ? Il y a un débat qui était là à ce niveau. Il y avait 10 réponses, 10 recommandations pour donner de l'ampleur à cette loi-là. Bon, maintenant, au début, il y avait 8 femmes à l'Assemblée, après 14. Et les 14 femmes qui étaient là-bas à ce niveau ont boosté et aidé cette loi à être votée. Maintenant, l'ONU Femmes, avec le ministère à son temps, ont fait un programme pour les législatives passées qui a été annulé. On avait tablé sur 63 femmes à l'Assemblée. Et nous avons réussi à faire passer 53. Ça veut dire que ça progresse à ce niveau. Mais le seul bémol qu'à ce niveau, ça c'est le parti de nomination. Parce que quand on dit 110%, 30%, au niveau des départements, il n'y a pas de contrôle. S'il y a 3 postes, on voit qu'on prend 3 hommes ou bien 3 femmes, ce n'est pas normal. On dit d'équilibrer sur 70%, 30%. Et à ce niveau, il y a un problème. Il faut créer une structure qui va
contrôler les nominations et dénoncer pour qu'on puisse changer. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau de 90% et voir aussi le bilan que ça va donner dans la gestion des droits de la femme et dans leur prise en compte. Voilà pourquoi moi j'ai pour slogan pas de célébrité, mais de construction. La construction, ça veut dire quoi? C'est construire des femmes sur le plan autonomisation, sur le plan responsabilité, sur le plan connaissance des droits. Moi, j'ai espoir aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeunesse qui monte, qui a appris avec des vieilles à son temps. Parce que ça fait 10 ans, moi, j'ai la main dans cette situation. Mais je vois que les choses progressent. Mais ce qu'on leur demande, le renforcement des capacités, c'est vrai. Il y a eu des formations. On donne chaque fois des savonneries, des matériels de travail, des kits. Mais ça donne quoi? Vous êtes entrepreneur, ça donne quoi? Votre autonomisation, c'est où? Fafé a financé combien de personnes? Il y a un bilan. Nous partons vers les femmes rurales chaque octobre. Ça donne quoi? Il n'y a pas de bilan. Vous avez posé la question par rapport à la loi. Nous sommes rédacteurs de cette loi-là. Voilà ce que ça va donner. Et moi, j'ai dit, dans 10 ans, il faut évaluer la loi. Parce que ça montre quelque chose au Mali et les autres sont jaloux de nous. Moi, j'ai été au Burkina. Ils nous ont donné votre parité là, c'est quoi? Au Sénégal, c'est la même chose. Mais malheureusement, on n'a pas eu d'élection crédible pour peser cette loi-là au niveau des élections. Voilà le problème. Je sais que ça va donner, je donne espoir aux femmes qu'elles s'organisent, que le 8 mars, ce ne soit pas les fêtes seulement, que ce soit une journée de bilan et de perspectives. Alors, Koura Diarra du réseau des jeunes femmes leaders, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les femmes qui militent dans les associations ou dans les partis politiques d'émerger? Qu'est-ce qui freine leur émergence? Les freins à cette émergence, je dirais qu'ils sont de deux natures. La première nature, c'est le côté autonomisation. Puisque la plupart, ce n'est pas les femmes uniquement, mais la plupart des jeunes politiques pensent que le parti constitue en tout cas un emploi ou bien même une entreprise pour émerger. La plupart des femmes, bon, pas en tout cas la totalité, viennent dans des partis politiques qui n'ont pas assez de ressources nécessaires pour pouvoir supporter beaucoup de choses. C'est pour cela que souvent, pour la candidature à la candidature, elles sont laissées pour compte, puisqu'elles doivent déposer des cautions pour être candidates à la candidature. Et je pense que ça constitue un frein. Et ce frein-là, elles le partagent avec les jeunes, parce qu'elles n'ont pas assez de ressources pour pouvoir se prononcer. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ce point-là aussi? Bon, c'est à revoir, mais quand même, je pense qu'on doit tabler sur l'autonomisation des femmes de façon générale. Et si une femme est autonome, qu'elle soit politique ou bien même fonctionnaire ou bien même entrepreneur, je pense que ça peut aller. Et même dans la société civile aussi, parce que si on n'est pas assez autonome, on est souvent... on constitue des proies pour en tout cas ceux qui ont plus de moyens. Et c'est pour cela qu'on voit plus de femmes en tant que mobilisatrices quelque part, mais on ne va pas miser sur elles pour être candidates des partis politiques. Et l'autre dimension, je dirais que c'est un problème de comment dirais-je, de niveau intellectuel, puisque vous le savez si bien que moi, et la plupart des femmes ne sont pas très en avance sur le plan, en tout cas intellectuel et autres. Et vous voyez qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'études que nos confrères. Et voilà, vous voyez que Guindo, il est magistrat, tandis que moi j'ai un petit diplôme. Ce n'est pas à négliger aussi. Ce n'est pas à négliger, mais c'est en tout cas à parfaire. Oui. Mais pour parfaire à cette formation, et nous, on est occupés par d'autres choses, notamment le foyer, le poids social. Le poids social, et aussi il y a d'autres dimensions. Je ne dirais pas que c'est en tout cas ça est là, et notamment les pesanteurs sociales aussi, les us et coutumes. Et
la femme ou bien même l'homme qui est là, il est mieux perçu pour diriger quelque chose, contrairement à une femme, parce que déjà, faudra travailler sur des mentalités. Et ce que l'homme peut faire, la femme, si elle est apte aussi à faire, il faudra la supporter par rapport à tout ça. Et je reviens sur la conscientisation des femmes elles-mêmes. Est-ce que si je dois militer dans un parti politique, est-ce que le parti doit être mon entreprise? Est-ce que c'est les autres membres du parti? Est-ce qu'ils doivent impérativement contribuer à mon ascension pour être candidate quelque part et autre là? Alors que chacun est là pour un poste, parce que la politique, c'est la conquête du pouvoir. Tout le monde est là. Il ne faudrait pas que les femmes se mettent en tête que, voilà, elles sont là pour, en tout cas, pour porter des belles parures. Je ne suis pas très contre par rapport à ça, mais quand même, la priorité, c'est l'engagement. En tout cas, si tu t'engages, tout va avec. Parce que déjà, tu peux faire une petite évaluation à ton niveau. Est-ce que mon niveau d'intellectuel, est-ce que ça me permet de compétir contre Moussa qui est là et qu'on milite dans un même parti politique? Est-ce que mon niveau, comment dirais-je, d'autonomisation et autres, parce que l'engagement est là, mais tout ce qui supporte l'engagement là, c'est ça qui cause problème. Parce que cet engagement est là, parce que déjà, elle est dans le parti. Ça, c'est un premier pas vers l'engagement. Mais tout ce qui rentre en jeu, c'est-à-dire l'autonomisation, la formation sur soi et autres, là, ça, c'est des volets auxquels elles doivent travailler. Mais s'il n'y a pas ça, je pense qu'elles tournent autour du pot, elles n'auront pas gain de cause. Madame Alimata Samake, vous êtes entrepreneur, vous êtes un peu une touche à tout. Et on parle d'autonomisation sur ce plateau. Et au Mali, on constate que les femmes font beaucoup d'activités. Mais la plupart de ces femmes ou bien de ces entreprises coulent et n'arrivent pas à progresser. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les femmes peinent à sortir leur tête de l'eau en termes d'entrepreneuriat? Bon, belle question. Sur cette question, je pourrais discuter pendant des heures. N'est-ce pas? Ok, allez-y alors. Oui. Ouais. Parce que déjà, dès la conception du projet, il faut qu'elle soit conçue pour du long terme, comme une opportunité réelle par l'entrepreneur. La plupart des femmes, elles vont peut-être sur la chose parce qu'elles n'ont pas encore eu d'emploi salarié. Elles veulent avoir un peu de revenus, donc elles se lancent dans une activité. Et du coup, aucune activité ne peut se développer de la sorte. Dès lors qu'il y a certaines difficultés qui apparaissent, elles jettent l'éponge, ou alors, elles ont eu une opportunité d'être salariées, là aussi elles vont abandonner. Ou encore aussi au niveau du foyer, il y a énormément de contraintes sur les femmes. Il faut une réelle volonté, parce que vraiment, les charges familiales qui pèsent sur les femmes, c'est quelque chose naturellement, mais dans notre société, c'est beaucoup de choses. Donc là encore, les textes doivent évoluer un peu pour permettre aux femmes de disposer de plus de temps, de plus de liberté d'exercer. Alors, il y a le poids social, ça, ce n'est pas les textes qui vont faire bouger ça. C'est à nous vraiment de lutter. Parce que tout ça, le but de tout ça, c'est quoi? Autonomisation économique, nomination, poste de responsabilité. La finalité, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. On lutte. On lutte. Il ne faut pas que mes sœurs pensent que c'est les textes-là qui vont leur donner. Les textes sont déjà avancés pas mal, mais l'application est beaucoup en retard. Et ça commence depuis nos familles. Il faut qu'on soit prêt à combattre les préjugés. Il faut qu'on assume nos choix. Le regard des autres, là, oui, elle sort tous les matins, elle ne rentre que le soir. Quelle éducation auront ses enfants? Ça, c'est quel type de femme? Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont prêtes à affronter tout ça. Et pourtant, c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on reste à la maison toute la journée qu'on s'occupe des enfants. Hein.
On peut rester à la maison à complètement les enfants livrés à eux-mêmes. On regarde la télé ou bien on prend du thé, on cause avec les copines. Ben, je dis ce message-là à l'endroit de nos parents, de nos frères, de nos maris. C'est une question d'organisation et c'est une question de conscience. Les femmes qui sortent pour aller travailler ou les femmes qui entreprennent, qui ont peu de temps, elles arrivent à mieux gérer tout ça. C'est une question d'organisation et de gestion. Moi, personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer à 18h et de préparer, donner à manger à 19h30. Voilà. Et on a la chance au Mali, je l'ai dit, les femmes, vous avez une chance encore, c'est qu'il y a du personnel domestique qui est encore disponible et accessible. Ce n'est pas le cas ailleurs. C'est pas le cas ailleurs. Ici encore, vous pouvez vivre avec certains membres de votre famille qui peuvent veiller sur les enfants, qui peuvent faire certaines tâches à la maison en attendant votre retour. Et aussi, il y a de nouvelles opportunités qui sont là, qui peuvent être saisies par les femmes, celles qui ont fait quelques années d'études seulement. C'est aussi l'essor des nouvelles technologies. L'essor des nouvelles technologies. On peut avoir aujourd'hui une activité lucrative, faire tourner un business, une entreprise, sans être obligé de sortir de chez soi tous les jours de telle heure à telle heure. C'est beaucoup moins contraignant. L'entrepreneuriat a ses contraintes, mais c'est beaucoup avantageux pour les femmes, je dirais. C'est dans l'entrepreneuriat que vous pouvez choisir. Bon, aujourd'hui, mon enfant est malade. Je ne vais pas sortir tôt ou je ne vais pas du tout sortir, mais quand même, je vais faire tourner mes affaires parce qu'il y a le téléphone, il y a la connexion, il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Mais dans le salariat, vous ne pouvez pas faire. C'est dans l'entrepreneuriat que vous pouvez vous organiser, travailler plus tard dans la nuit si vous voulez, et puis le matin, vous pouvez même préparer avant de sortir. Donc tout ça, ce qui manque aux femmes, c'est vraiment... elles sont éduquées dans un système qui est que tu es une fille, on ne t'exige rien, on ne t'exige pas grand-chose. On t'envoie à l'école parce que maintenant, il faut que tout le monde aille à l'école, le droit à l'instruction. Mais même si les résultats ne sont pas super, bon, on se fâche moins avec les filles que les garçons. Et pareil, en matière de ressources, on ne leur exige rien. Vous avez des femmes qui ont des revenus, qui ont des ressources, mais elles ne sont pas capables d'investir ça en elles. On attend que ce soit l'homme, quelqu'un d'autre qui les fasse. Comment vous voulez vous faire respecter? Même si tous vos besoins sont couverts à la maison, le monsieur, il fait tout, il a tous les mois, il le fait. Vos revenus que vous avez, contribuez à quelque chose à la maison. Ne serait-ce que venez un jour, bon, écoutez, j'ai un peu d'économie, on peut partir en vacances, c'est un plus. Ils seront reconnaissants. Mais même si vous avez des revenus que vous n'en faites pas un usage commun, utile à la famille, ben, votre activité sera moins légitime. Et attendez-vous le jour que, je ne sais pas, quelque chose peut arriver. Hein. C'est vraiment, chaque individu pour moi doit être autonome. Parce que tant que tu vis, il y a une seule personne dont tu auras toujours besoin et cette personne, c'est toi-même. Ton père peut mourir si tu es là, dans ce monde-là, tu as des besoins. Ta mère peut partir si tu es là, tu as des besoins. Ton mari peut partir si tu es là, tu as des besoins. Et encore plus, tu as fait des enfants. Ils sont sous ta responsabilité. Donc, chaque individu doit être autonome. Après ce masterclass de Alimata Samaki, on va donner la parole à M. Moussa Guindo pour qu'il nous parle un peu de la situation des femmes sur le plan juridique. Aujourd'hui, est-ce que les femmes sont assez protégées par les textes juridiques? Ami parcours. J'ai dit espoir, vous avez dit ce qu'il a donné un tableau. On ne peut pas arriver à 100%. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'agit de la femme. Et la femme n'est pas n'importe qui. Il faut protéger, il faut accompagner, il faut autonomiser. Il y en a beaucoup, mais c'est à eux-mêmes d'être sur le terrain se battre. Je vais donner un exemple tout de suite. Moi, je rentre à la maison. Je vais regarder la télé, je vais jouer à la carte, je vais aller jouer au foot. Ma femme arrive, traite-moi la cuisine, prépare pour moi mon enfant, tout. Et le lendemain, on me demande d'aller compétir avec cette femme. Qui va gagner? Voilà pourquoi on doit soutenir la femme. La différence, c'est ça. Si je me permets, si c'est avec moi, vous devez compétir, vous n'allez pas gagner. Voilà. La femme, elle a ses stratégies. Il y a des valeurs, des qualités féminines qui sont plus courage. Voilà pourquoi j'ai espoir à vous. C'est pourquoi j'ai espoir à vous.
travaillons, cultivons, et ensemble on va gagner. Mais le texte, c'est insuffisant pour la protection de la femme, ça c'est clair. Mais on prend le train en marche, ça va aller. Mais il y a quelle sorte de crimes qui sont commis à l'endroit des femmes, par exemple, qui sont commis? Il y a ce type de violences basées sur le genre. Il y a des menaces. Aujourd'hui, par rapport au divorce, par rapport au mariage, il y a eu 1400 divorces. Tout ça, c'est des violences contre les femmes. Et cette toute la rendent en compte. Vous voyez, il y a 2 ans, on assiste à des crimes crapuleux contre les femmes. On les découpe, on prend un fusil, on tire sur elles. Parce que tout simplement, elle accompagne son mari. Parce que tout simplement, il y a un problème dans la famille. Pour rien. Et c'est très grave. Moi, je suis aux assises, je vois les homicides volontaires contre les femmes. Pourquoi? On a tout lié à la religion, à notre culture. Il faut qu'on sorte de là. Parce que la femme, ce n'est pas un objet. On va prendre quelque chose de déposé, elle t'accompagne. Et les 6 articles qu'on lit devant les couples, c'est très clair. Mais quand on voit le nombre de divorces, c'est des femmes qui sont demanderesses. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps percutées dans le foyer, menacées. Elles souffrent, elles ne disent rien. Quand on amène une femme devant un homme, de dire ses nuités devant cet homme-là, il pourra accéder. Voilà pourquoi au niveau des brigades, au niveau des polices, nous avons mis des cellules là-bas, j'ai dit nous en ton temps au ministère, pour que les femmes puissent aller se confier. Et nuitamment, s'il y a des cris dans les maisons, si c'est des femmes, comment la police peut accéder? Comment la femme peut accéder à la justice pour déposer plainte? Quand on dit à une dame d'aller déposer plainte contre son mari, c'est un sacrilège. Nous, on a été formés pour ça. On dit quand vous avez un dossier, si c'est une femme qui appelle et demandez qui est son mari. J'ai eu des cas, un monsieur est venu, on dit vous êtes convoqué au tribunal par votre femme. Il dit, mais monsieur le juge, à partir de aujourd'hui, je n'aime plus ma femme. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, non. Dans notre société, ça ne se fait pas. C'est l'homme qui est le roi. Et nous sommes jaloux de ça. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention. Nous sommes dans un monde moderne. Il faut savoir peser les pieds. Et c'est là qu'on a besoin des textes. Et ça ne peut pas aller sans votre concours. Vous avez parlé des pagnes. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de pagnes aujourd'hui ici. C'est parce qu'on est clair qu'il faut aller vers des réflexions qui vont nous aider à quitter dans cette situation. Je pense qu'au Mali, nous sommes en avance, mais nous sommes éparpillés. Et nous sommes les hommes, nous sommes vos alliés, on va vous accompagner. Alors, Koura Diarra, comment améliorer aujourd'hui les droits des femmes, leur participation à la vie politique et économique et avoir l'égalité des sexes? Je pense que ça passe par les femmes elles-mêmes d'abord. Et pour appuyer Moussa dans ce qu'il vient de dire, les pagnes, moi, dans ma vie, j'ai acheté 2 fois seulement le 8 mars. Je les porte souvent, on me l'offre tout autour, mais quand même, dans ma vie, je me rappelle bien, j'ai acheté 2 fois seulement un pain de 8 mars. Pourquoi? Je pense que ce que je fais, ce que j'apporte pour l'autonomisation des femmes, c'est plus fort que de porter un pain de 8 mars. Ce que moi je dois faire. Magnifique. Oui, c'est bien beau, c'est bien joli pour la femme de porter parce que déjà, c'est comme une preuve, comme quoi je suis fière d'être femme, je suis prête à accompagner les autres femmes pour leur autonomisation. Souvent, c'est comme ça. Mais souvent aussi, c'est pour fêter et ne rien apporter. Je ne suis pas contre à 100% des festivités, puisque la femme, une fois mariée, elle dit adieu aux festivités. Et seulement les festivités pour le baptême ou même le mariage. C'est pour cela que quand on fait un mariage, les femmes restent pour les balanichos, pour les soumous et autres, là, jusqu'à désert indien. Pour dire que la femme malienne n'a pas assez de loisirs. La femme malienne n'a pas assez de loisirs. Moi, je les comprends comme ça. Je ne suis pas très contre, pas à 100%. Mais je pense qu'au-delà des festivités, on peut aller vers l'essentiel. Et j'ai demandé même une fois à
à une ancienne ministre et je lui ai demandé est-ce qu'elle est aussi pour les festivités. Elle dit que oui, mais pas à 100%, puisque durant son parcours, tout ce qu'elle a eu à obtenir des mains des autorités, elle les a eues à travers ces festivités-là. Voilà, elle fait des plaidoyers et durant tout le temps qu'elle a eu à occuper ce poste-là, elle profite de ces festivités-là pour, en tout cas, demander. Et devant une masse, c'est assez compliqué pour les autorités de dire non, non, on n'est pas prêt pour ça. Et voilà, c'était ces astuces. Pour vous dire que c'est un cadre aussi, ces festivités-là doivent être constituées pour être un cadre pour réclamer ou même faire des plaidoyers. Mais faire la fête pour faire la fête, je pense qu'on doit aller au-delà de tout ça. On doit aller au-delà de tout ça. Et les femmes être conscientisées pour tout ça. Voilà, c'est la suite logique. Voilà. Je pense que c'est avec les femmes et avec les hommes surtout. Puisque si on dit à la femme, voilà, tu dois être autonome et autres là, c'est déjà vu. Mais si on voit l'apport de certains hommes, je pense que on pourra être en tout cas plus écouté. Madame Alimata Samaki, vous êtes entrepreneur. Selon vous, quelles sont les mentalités que les femmes doivent bannir pour pouvoir avancer ici au Mali? Ah là là, c'est genre... mon mari s'occupe de tout, il fait ci, il fait ça, je n'ai pas besoin de travailler. La femme, elle est faite pour s'occuper le foyer, pour... bon. À l'ère là, déjà, les travaux domestiques, en milieu urbain en tout cas, c'est pas si intense. Que la femme, elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, tout le monde a des aides ménagères à la maison. Et donc, vous pouvez toujours dégager du temps pour faire quelque chose. C'est une question d'avenir. Vous êtes maman, vous avez des enfants. Bon, aujourd'hui, supposons tout va bien, le beau tableau, le papa, il gagne très bien sa vie, il supporte toutes les charges, vous êtes à l'abri de tout besoin. Mais nous sommes des humains. Vous êtes deux à avoir fait les enfants. Donc, il ne faut pas que juste pour une catastrophe, un accident, une maladie ou un décès, la famille se retrouve du jour au lendemain dans une situation catastrophique. De précarité. Et rien qu'à cause de ça, apprenez à faire quelque chose. C'est un choix, hein, mais nous, on leur explique les conséquences. On leur explique tout. C'est une question de futur. Ce n'est pas après avoir passé 15 années à la maison, à ne rien faire, même si vous avez un bac plus 5, ce n'est pas tout d'un coup que vous pouvez être employable, opérationnel. Non, vous ne pouvez pas faire une reprise comme ça. N'attendez pas que les choses aillent mal pour vous insérer. Et de toute façon, quelqu'un qui a quand même fait des études longues, travailler, ce n'est pas par nécessité. C'est un moyen d'épanouissement intellectuel. Même si on est à l'abri de besoins, participer à quelque chose, contribuer à améliorer quelque chose, échanger avec ses semblables, ça c'est une nécessité pour moi. Et nous arrivons à la fin de ce débat. Le thème portait sur le 8 mars. Les droits de la femme sont-ils assez suffisamment respectés ici au Mali? Et pour en parler, on avait sur le plateau Moussa Guino, magistrat, et à ses côtés Koura Diara du réseau des jeunes femmes leaders, Madame Alimata Samake, entrepreneur. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. À la régie, il y avait Ibrahim Sanogo et Seydou Ndao. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.